Bonjour à tous, je m'appelle Hervé Seyss et je suis chercheur au CNRS, mais comme je le disais dans mes vidéos précédentes, ce que je m'apprête à vous dire là n'engage que moi, c'est pas l'avis officiel du CNRS. Et je vous mets là en dessous dans le descriptif YouTube les liens vers toutes mes co-vidéos précédentes, donc toutes ces vidéos où je parle de la Covid-19. Parce que je vous disais dans ma dernière vidéo, celle du 9 novembre, je vous disais que j'avais envie de vous faire une vidéo pour vous parler des tests de dépistage par PCR. Parce que c'est quelque chose dont on parle évidemment énormément dans les médias, mais qui n'est jamais bien expliqué. En fait, les gens parlent beaucoup de PCR sans savoir ce que c'est. Donc j'avais envie déjà de vous présenter le principe de la PCR, que les gens comprennent comment ça marche, qu'on comprenne après du coup comment ça peut détecter l'ARN du virus, et après comment interpréter les résultats de ces tests avec toutes les complications qu'il peut y avoir autour de ces interprétations. Alors, une chose qu'on a beaucoup dit dans les médias et qui est vraie, c'est que par ce test, on ne détecte pas le virus lui-même, mais on détecte une molécule du virus, son ARN. L'ARN, c'est biochimiquement une molécule qui ressemble énormément à l'ADN, et dans le cas du virus SARS-CoV-2, c'est le support de son information génétique. C'est cette information qui lui permet de se répliquer, de fabriquer de nouvelles particules virales. Donc, un peu comme nous, le support de notre information génétique, c'est notre ADN, pour ce virus, c'est de l'ARN. Mais alors le problème, c'est qu'on ne dispose pas de méthodes sensibles et qui permettraient à haut débit, dans de nombreux patients, de détecter de l'ARN. Mais ce genre de choses existe pour l'ADN. Et donc la première étape dans les dépistages par PCR, c'est de commencer par faire une copie sous forme d'ADN des ARN qui se trouvaient dans l'échantillon biologique qu'on a prélevé chez le patient. Et c'est pour ça qu'il y a des méthodes fiables qui marchent bien, qui permettent donc de copier les ARN sous forme de molécules d'ADN. Et ensuite, on applique à ces ADN une PCR. Alors quel est le principe de la PCR ? Alors, vous le savez, l'ADN se présente sous la forme d'une double hélice. Alors, c'est microscopique, hein, on ne peut pas voir ça à l'œil nu. Dans cette double hélice, vous avez donc deux brins d'ADN, un que j'ai représenté ici en rouge et l'autre que j'ai représenté en bleu, qui sont appariés l'un à l'autre. Ils sont appariés parce que leurs séquences sont complémentaires. Alors, vous le savez aussi certainement, le long de la molécule d'ADN se trouvent des groupements d'atomes, des groupes d'atomes, qu'on appelle en général par les lettres A, C, G et T, et qui peuvent établir des liaisons les uns avec les autres. Il se trouve que le A peut établir des liaisons avec le T, et le C des liaisons avec le G. Et donc c'est ça en fait une double hélice d'ADN, c'est une double hélice dont les séquences sont complémentaires l'une à l'autre, elles peuvent s'apparier. Quand vous avez un T à un endroit sur un des deux brins, par exemple le rouge, vous avez en face un A sur le brin bleu. Et si vous avez un G sur le rouge, vous aurez un C sur le bleu. C'est ça qui permet à cette double hélice de tenir ensemble. Mais il se trouve que si on chauffe un échantillon d'ADN, à haute température, eh bien, ces deux brins vont se séparer. Et c'est ce qu'on fait dans une PCR, on commence par chauffer l'échantillon d'ADN, et par exemple entre 95 et 100 degrés, c'est tellement haut que les ADN vont se séparer, même si la double hélice était très stable, même si elle était très longue. Ce que je ne vous ai pas encore dit non plus, c'est que dans le tube de la PCR, on a également mis des petits ADN fabriqués chimiquement, de séquences choisies, parce que comme on les synthétise chimiquement, on peut choisir leur séquence de ACGT, on met ce qu'on veut, et donc on peut faire en sorte qu'il y ait un petit ADN que j'ai représenté ici en bleu, qui a une séquence qui peut s'apparier à un morceau du long ADN rouge. Et également un petit ADN rouge qui a une séquence qui permet de s'apparier au long ADN bleu. Et donc si on redescend un petit peu la température, ces petits ADN chimiquement synthétisés peuvent venir s'apparier aux longs ADN. Alors évidemment, vous allez me dire, les longs peuvent aussi se réapparier entre eux, le grand rouge avec le grand bleu, et ça c'est vrai. Simplement, on a fait en sorte dans le tube de mettre énormément de ces petits ADN de synthèse, et donc il y a une compétition, et comme ils sont plus nombreux, les petits vont être en général les premiers à venir s'apparier sur les grands. Donc quand on rebaisse la température, c'est surtout les petits qui viennent s'apparier. Ce que je ne vous ai pas dit non plus, c'est que dans le tube de PCR également, on met une enzyme. C'est une protéine qui permet, quand il y a les bons réactifs, et on met les bons réactifs dans le tube, qui permet d'allonger ces petits ADN en prenant comme modèle le long ADN. Donc vous avez par exemple ce petit ADN bleu qui va être allongé par l'enzyme en prenant comme modèle la séquence de l'ADN rouge. Donc si vous avez un A sur l'ADN rouge, l'enzyme va rajouter un T sur l'ADN bleu qui est en cours d'élongation. Donc ça nous fait un nouvel ADN double brin de deux brins de séquences complémentaires. Ce qui est vrai pour le petit ADN bleu l'est également pour le petit ADN rouge, qui va être lui aussi allongé par l'enzyme, et donc ça va faire à nouveau un long double brin. Alors vous voyez ici, il y a une polarité. En fait, le bleu pouvait être allongé uniquement vers la gauche et le rouge uniquement vers la droite. C'est que l'enzyme qui fait ces élongations a une polarité. Donc chaque ADN est allongé seulement dans un certain sens. Et donc on se retrouve comme ça, après un cycle de PCR, on se retrouve avec deux molécules d'ADN double brin. Et on peut recommencer, on peut chauffer à nouveau, donc on va séparer ces doubles brins, et puis comme il y a toujours énormément de petits ADN dans le tube, ils vont à nouveau pouvoir s'hybrider, donc s'apparier. Donc les petits ADN bleus vont s'apparier sur les rouges, et les petits ADN rouges vont s'apparier sur les bleus, et l'enzyme va allonger tout ça, et donc on va se retrouver avec des longs ADN double brin à nouveau.
Et là, ce qu'il faut bien voir, c'est que la séquence qui est ainsi amplifiée, c'est la séquence qui se situe entre les régions qui étaient reconnues par les petits ADN synthétisés chimiquement. Vous voyez, en fait, c'est ce qui est délimité ici par les pointillés. Ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut bien voir, c'est que la PCR ne permet pas d'amplifier tout l'ADN de l'échantillon, elle permet juste d'amplifier ce qui se trouve entre les séquences reconnues par les petits ADN synthétisés chimiquement. Donc ça veut dire qu'il faut particulièrement bien choisir ces petits ADN qu'on a synthétisés chimiquement. Et donc vous le voyez, donc à chaque cycle de PCR, on multiplie par 2 le nombre d'ADN double brin. Donc on était parti, dans mon exemple, on était parti d'une molécule d'ADN double brin. Après un cycle, on en avait 2, et maintenant après 2 cycles, on en a 4. Et on peut refaire encore un certain nombre de cycles, on aura 8, 16, 32, etc. Molécules d'ADN double brin. Et ça, c'est ce qui définit une croissance exponentielle. Vous savez, on en avait parlé dans ma vidéo du 9 novembre sur les notions d'épidémiologie. Donc dans une croissance exponentielle, à chaque fois que vous avez un certain incrément sur l'axe des X, vous allez multiplier par un facteur constant sur l'axe des Y. Et là, c'est vraiment le cas. À chaque cycle, on multiplie par 2 le nombre d'ADN double brin. Alors, donc ça, c'était le principe de la PCR. Et on peut rendre la PCR quantitative, donc en anglais, on appelle ça qPCR, Quantitative PCR. On peut la rendre quantitative avec un stratagème supplémentaire qui rend fluorescent les ADN seulement quand ils sont double brin. Et donc, on peut faire ça dans le tube. On fait en sorte que ne fluorescent que les ADN double brin. Et l'appareil de qPCR peut mesurer la fluorescence dans l'échantillon. Donc finalement, il va mesurer la quantité d'ADN double brin qu'il y a dans l'échantillon. Et donc c'est ça le signal qu'on mesure dans une qPCR, c'est la quantité de fluorescence qui est censée être proportionnelle à la quantité d'ADN double brin. Et je vous disais tout à l'heure, ça augmente exponentiellement de cycle en cycle. Bien entendu, c'est une mesure expérimentale, et comme toujours en sciences expérimentales, les mesures les plus faibles, les signaux les plus faibles, sont très peu précisément mesurés. En fait, on est dans le bruit expérimental, c'est des mesures qui sont tout à fait erratiques. Dans les premiers cycles de la qPCR, en fait, on mesure du bruit, on mesure des erreurs, en fait, on ne mesure pas le vrai signal. Il faut vraiment attendre un certain nombre de cycles pour qu'enfin le signal devienne suffisamment fort pour dépasser le bruit et commencer à montrer vraiment une vraie belle croissance exponentielle. Enfin, exponentielle, pas tout à fait, parce qu'en réalité, de cycle en cycle, les choses se passent de moins en moins bien. Puisque l'enzyme commence à être de moins en moins fonctionnelle, à force de se faire chauffer, refroidir, comme ça de cycle en cycle. Il y a aussi de moins en moins des réactifs qui permettent à l'enzyme d'allonger les ADN. Et puis aussi ces petits ADN de synthèse, je vous disais, on les met en très large excès pour qu'on soit sûr qu'ils gagnent la compétition contre les grands. Mais du coup, ils se font consommer dans la réaction. Donc il y a de moins en moins de petits ADN synthétiques et il y a de plus en plus de grands ADN qui sont des compétiteurs. Pour toutes ces raisons, la PCR se passe de moins en moins bien le long des cycles. Ce qui signifie qu'en fait, très rapidement, on ne double plus la quantité d'ADN double brin de cycle en cycle. Et ça se voit très nettement. Et vous voyez là, en général, c'est au bout de 30-35 cycles, vraiment l'amplification est très loin d'un facteur 2, on amplifie à peine. Et au bout de 40-45 cycles, là, on n'amplifie plus du tout. Là, la PCR n'amplifie plus rien, ça ne sert plus à rien de continuer. Le drame, c'est que en réalité, les choses ont commencé à se passer mal, à être sous-optimales, très tôt dans la PCR. Et ça, on peut le mesurer parce qu'on peut mesurer donc, la quantité de fluorescence de cycle en cycle. Et on voit qu'à partir du moment déjà où le signal sort du bruit expérimental, donc enfin le moment où on peut le mesurer fiablement, bien déjà là, le taux d'amplification de l'ADN double brin diminue de cycle en cycle. Donc on est déjà loin d'un facteur 2. Et ça, c'est quelque chose qui est très important et que même souvent les biologistes qui utilisent la qPCR eux-mêmes ignorent. C'est qu'à partir du moment où on peut mesurer fiablement ce signal de fluorescence, déjà, on est très loin du doublement de quantité d'ADN de cycle en cycle. Et ça a des conséquences sur le traitement mathématique qu'il faut faire derrière, parce que j'ai beaucoup de collègues, malheureusement, qui utilisent une formule qui considère qu'on double exactement la quantité d'ADN de cycle en cycle, et ça leur permet, à partir de la quantité d'ADN détectée à un certain cycle, de remonter à la quantité qu'il y avait initialement. Parce que c'est ça qu'on veut savoir, c'est combien il y avait d'ADN au départ. Et bien, si on utilise une formule un peu simplifiée qui considère qu'on a un doublement exact de la quantité d'ADN double brin de cycle en cycle, on finit avec des mesures qui sont tout à fait aberrantes. Et ça, c'est un vrai problème dans l'utilisation de la qPCR. Et si on n'y prend pas garde, on peut avoir des résultats qui sont tout à fait erratiques. Alors maintenant, d'un point de vue pratique, quand on cherche à utiliser la qPCR pour doser comme ça l'ADN issu de la copie de l'ARN du virus dans un échantillon prélevé sur un patient, ça signifie que en fait, la mesure de la quantité d'ADN va être très imprécise. Une autre chose qui rend la mesure très imprécise aussi, c'est que quand quelqu'un vous fait un prélèvement nasopharyngé avec un écouvillon, il ne contrôle pas la quantité qu'il prélève. Et entre un patient et le suivant, il va peut-être prélever 2 fois plus ou 2 fois moins de matériel biologique. Et donc vous pourrez à la fin détecter 2 fois plus ou 2 fois moins d'ARN viral, simplement parce que vous avez pris 2 fois plus ou 2 fois moins d'échantillons chez le patient. Là, on n'est pas dans un labo, on est sur des gens comme ça, on prélève, on ne peut pas contrôler finement la quantité qui est prélevée.
Donc à la fois à cause des problèmes intrinsèques à la PCR qui font que l'amplification est mauvaise, de plus en plus mauvaise, et elle est mauvaise très tôt, et aussi à la fois parce que le prélèvement lui-même est variable d'un patient à l'autre, on est très imprécis sur la quantification. Alors là, les gens s'en sont sortis, dans les tests de dépistage par PCR, ils s'en sont sortis en rendant ces mesures quantitatives, en les rendant qualitatives, en essayant de convertir ce signal numérique en juste une réponse oui-non, oui positif, non négatif. C'est pour ça que quand il y a énormément d'ARN viral au début dans l'échantillon, donc on aura énormément d'ADN viral à amplifier, donc on va détecter le signal à partir d'un nombre de cycles de PCR qui sera très petit, et bien on aura peut-être une erreur, une imprécision sur le nombre de cycles, mais en tout cas on restera dans des valeurs petites, on saura qu'il y aura eu beaucoup d'ARN viral, donc on saura que le patient est positif. Si au contraire on a besoin d'un très grand nombre de cycles pour amplifier quelque chose, en général ça veut dire qu'on a amplifié quelque chose de non spécifique, et ça c'est ce qui se passe notamment si les séquences des petits ADN synthétiques sont mal choisies, et donc on amplifie vraiment du bruit, et à la fin quand on est à 40-45 cycles, on finit par détecter quelque chose, mais qui ne signifie pas qu'il y avait de l'ADN viral au départ. Et donc si on a aussi une petite imprécision sur ces valeurs, si on est peut-être faux de quelques cycles, c'est pas non plus très grave, le patient était déclaré négatif, il restera négatif. En fait, ça pose un vrai problème pour les gens qui sont un peu borderline, ceux qui sont autour de la limite. Si le labo qui vous fait l'analyse médicale a choisi de faire un seuil, mettons à 30 cycles, et de dire je décrète que les gens sont positifs en dessous de 30 cycles et négatifs au-dessus de 30 cycles, et bien tous les gens qui sont dans tous les échantillons qui sortiront autour de 30 cycles, et bien là ils seront soumis à ce genre d'aléas à cause des problèmes de PCR, à cause des problèmes de prélèvement, qui font que peut-être qu'un positif va basculer négatif et un négatif pourrait basculer positif. Alors un truc qu'on voit tout de suite, c'est qu'évidemment le succès de la PCR va aussi dépendre du bon choix de ces petits ADN synthétiques qu'on utilise et qui ciblent la région d'ADN à amplifier. Puisque si par malheur ces petits ADN ont aussi des complémentarités sur d'autres ADN qui existent dans la nature, eh bien éventuellement vous pourrez avoir un signal qui va sortir, donc l'échantillon semblera positif, alors qu'en fait ce que vous avez amplifié, c'est pas l'ADN du SARS-CoV-2, c'est l'ADN d'autre chose. Ça c'est un truc qui a été un petit peu mentionné dans les débats. Il y a des gens qui se sont inquiétés du fait qu'il pourrait y avoir beaucoup de faux positifs dans les tests à cause d'une mauvaise spécificité de ces petits ADN synthétiques. Bon ça il y a vraiment peu de risques, enfin faut oublier cette histoire. Les gens ne sont pas idiots quand même, ils ont testé leur paire de petits ADN synthétiques. Chacun des deux doit être suffisamment spécifique et donc on a des moyens d'optimiser la spécificité de ces paires et surtout de vérifier qu'en l'absence de l'ADN du virus, on n'a pas de signal. Je vous mets un lien là en bas dans le descriptif YouTube vers un article par exemple qui propose des méthodes pour choisir les meilleures paires d'amorces comme ça, ces petits ADN synthétiques pour amplifier une séquence bien spécifique. Également aussi ce que font les labos de dépistage, en général, c'est qu'ils choisissent deux régions différentes du génome du virus et ils cherchent à amplifier les deux à la fois. Ils qualifient le test de positif seulement si chacune des deux a répondu positivement. Ça nous amène d'ailleurs à un corollaire, c'est qu'il y a eu aussi une autre rumeur un peu idiote qui a circulé à la rentrée, qui disait que ce rebond épidémique auquel on a assisté à l'automne était dû à un nouveau virus. Qu'en fait, le SARS-CoV-2 avait tellement muté que ce ne serait pas juste un variant du SARS-CoV-2, mais ce serait carrément un nouveau virus tout à fait différent qui serait responsable de la nouvelle vague épidémique. Mais ça à nouveau, c'est idiot. En fait, la preuve, c'est que les tests en PCR répondent encore positivement avec ce nouveau variant. En fait, des variants, il y en a eu tout le temps, déjà au printemps, il y en avait plein. Ce sont des variants qui mutent sur des régions du génome et les séquences des petits ADN synthétiques qui ont été choisies, elles ont été choisies spécifiquement dans des régions très constantes, qui ne mutent pas ou très très peu de variant à variant, ce qui fait que la PCR marche toujours sur tous ces variants. Et c'est ce qui fait que les tests PCR continuent à donner des résultats positifs, alors que bien entendu, s'il s'agissait d'un autre virus qui n'a rien à voir, les tests de PCR ne marcheraient plus. Alors, un problème aussi, et cette fois-ci un problème réel, qui vient perturber l'interprétation qu'on peut faire de ces résultats de tests de PCR, c'est l'utilisation des tests. Vous vous souvenez qu'au printemps, il n'y avait pas assez de tests pour tout le monde. Les filières d'approvisionnement en kits étaient au max de leurs possibilités, et déjà ça ne suffisait pas. Seuls les hôpitaux pouvaient tester, et testaient que des cas très sérieux. Et donc on réalisait beaucoup moins de tests de dépistage au printemps qu'on en fait maintenant. Et ça a alimenté une rumeur. Des gens ont dit il y a un semblant de deuxième pic épidémique à l'automne simplement parce qu'on teste plus, et c'est pour ça qu'on détecte plus de cas. Ça évidemment c'est facile de corriger pour ce biais, c'est simplement non plus en regardant juste le nombre de cas positifs par jour, mais en regardant le taux de positivité des tests. Le taux de positivité c'est par exemple sur 100 tests réalisés dans la population, j'en ai 12 qui sont sortis positifs. Et ça compense instantanément pour les différences en nombre de tests réalisés. Et avec ça on voit qu'effectivement à l'automne on a eu une vraie vague épidémique et c'est pas juste un artefact du fait qu'on a plus testé. Un autre biais, et cette fois-ci dans l'autre sens, qui tend à faire baisser le taux de positivité, c'est que c'est le changement de doctrine d'utilisation des tests.
puisqu'au printemps, on réservait les tests aux hôpitaux pour les cas les plus sérieux, et que maintenant on peut tester la population générale, dans cette population, on a beaucoup plus de gens qui ont peu ou pas de symptômes, et là-dedans, il y a énormément de gens qui n'ont pas la Covid-19. Donc puisqu'on ne teste plus la même population, ça tend à baisser le taux de positivité par rapport à ce qu'on aurait pu avoir au printemps quand on testait que des cas très sérieux. Donc à cause de ces différents biais, on ne peut pas vraiment comparer les statistiques entre printemps et automne. En revanche, à l'intérieur d'une même saison, on peut les comparer parce que le nombre de tests réalisés et la doctrine d'utilisation des tests varie peu. Et là, effectivement, on a vu un très gros pic épidémique à l'automne qui est en train de redescendre très lentement et peut-être un peu trop lentement. Ce deuxième pic épidémique, c'est pas juste dû au fait qu'on a fait plus de tests de dépistage. Alors cette question de la disponibilité restreinte des tests de dépistage au printemps dernier m'amène à un autre point dont je voulais parler, c'est celui de la politique de dépistage massif à l'IHU de Marseille. Parce que vous savez, j'ai beaucoup critiqué dans mes vidéos précédentes les gens de cet institut, parce qu'ils ont délibérément menti sur l'efficacité de leur traitement. En fait, leurs statistiques montraient que le traitement ne marchait pas, ils les avaient bidonnés pour faire croire que le traitement marchait, et ça nous a amené là où on a vu. Donc ça, à mon sens, moi, ça c'est criminel. Mais voilà, parmi vous, parmi les spectateurs, il y a pas mal de monde qui m'a écrit pour me dire « Ok, d'accord, mais reconnaissez au moins qu'ils ont été bons pour réaliser beaucoup de tests. » Et ça, c'est vrai. Je pense qu'au printemps, là, l'IHU de Marseille, c'est certainement l'endroit en France où on a réalisé le plus de tests de dépistage du Covid-19. Et d'ailleurs, ils en sont assez fiers eux-mêmes. Je vous montre maintenant une petite vidéo, je vous mets le lien en dessous. Petite vidéo, un extrait d'une interview d'une des personnes de l'IHU de Marseille, apparemment la personne en charge de la politique de tests de dépistage. Et il a fallu de la réactivité. En réalité, c'est ce qui nous a aidé le plus, c'est d'être réactif dans cette histoire. C'est que quand il a fallu trouver, justement, précisément, des réactifs et des consommables, et qu'il fallait se décider en un claquement de doigts, parce que on savait que si on avait un lot de réactifs à un instant T, et qu'on ne prenait pas ce lot de réactifs à un instant T plus une seconde, il était vendu à quelqu'un d'autre. Et donc vous le voyez, et ça de toute façon on le savait bien, c'est que en fait, ce qui était limitant à l'époque, au printemps, c'était les réactifs eux-mêmes. C'était pas les bonnes volontés des gens qui voulaient faire les tests de dépistage, c'était les réactifs. Et donc là, eux, ils nous disent, et apparemment ils en sont assez fiers, ils nous disent qu'ils ont réussi à pirater les tests de dépistage vers leur institut, et donc ça c'est forcément au détriment des autres, mais il faudrait certainement pas conclure que grâce à eux, il y a eu plus de tests de réalisés. Si magiquement l'IHU de Marseille n'avait pas existé, ces tests auraient été réalisés parce que les réactifs auraient été disponibles pour d'autres personnes, et donc ces tests auraient été réalisés simplement ailleurs. Et donc le fait que l'IHU ait à ce point monopolisé les tests de dépistage ne signifie pas qu'ils ont aidé le monde, la France, à réaliser plus de tests de dépistage. Ça signifie surtout qu'ils ont fait ça au détriment des autres. Et donc ils ont juste modifié la répartition géographique des endroits où se sont réalisés les tests. Alors le dernier point que j'avais envie d'aborder aujourd'hui concerne les tests de dépistage par PCR, non pas sur les patients, mais sur les boues des eaux usées. Parce que c'est quelque chose qui avait déjà marché dans des épidémies précédentes. On a maintenant des méthodes de détection tellement sensibles, et notamment par la PCR, qu'on peut détecter des traces infimes de pathogènes dans les eaux usées, donc dans les résidus des égouts, des eaux usées des appartements, des maisons des gens. Et donc, voyant ça, il y a un réseau de laboratoires, ils se sont appelés le réseau Aubépine, qui a décidé, ils ont commencé début mars à faire ça, décidé de chercher dans les boues des eaux usées des traces de SARS-CoV-2. Donc ils ont commencé donc, début mars par la région parisienne, et puis ils ont progressivement étendu leurs analyses à un peu tout le territoire. Et ça c'est très utile parce que d'une part, c'est quand même beaucoup plus simple d'aller échantillonner des boues de stations d'épuration plutôt que des patients les uns après les autres sur des millions de patients. Et d'autre part, selon la façon dont vous faites l'échantillonnage des eaux usées, vous avez une estimation de la progression géographique de l'épidémie par région, par ville et même éventuellement par quartier dans la ville selon comment vous échantillonnez les eaux usées. Donc c'est très utile. Et il y a eu une prépublication qui est sortie, je vous mets le lien là dans le descriptif YouTube, une prépublication qui a décrit comme ça leur détection du virus dans des boues des eaux usées pendant le premier pic épidémique. Et on voit effectivement, donc il y avait le pic épidémique, donc des malades déclarés, et puis des gens qui se faisaient tester en nasopharyngée, et puis on voit le pic aussi de détection dans les eaux usées. Et là il y a eu une petite controverse parce que il y a des gens qui prétendent que ces données-là montrent que le confinement du printemps a été inutile, que c'est pas lui qui est responsable de la décroissance de la vague épidémique. Là, je vous mets aussi en lien là en dessous donc une interview d'un professeur Lascola, donc quelqu'un de l'IHU de Marseille justement, qui disait que selon lui, ça prouvait que le confinement n'était pas responsable de la décroissance. Bon, visiblement, ce monsieur n'a pas compris la prépublication. En réalité, donc on le sait, hein, quand on décrète le confinement, si on bloque les interactions sociales, il faut environ 2 semaines pour que se manifeste enfin, en termes de nombre de cas positifs, la décroissance. Mais également, et ça donc c'est cité dans la prépublication, il faut aussi tenir compte de la cinétique
de transfert du virus à travers le tube digestif et jusqu'aux excréments et jusqu'aux eaux usées. Et ça, effectivement, dans les excréments, on détecte le virus essentiellement 9 jours après les premiers symptômes. Donc il y a un délai supplémentaire de 9 jours. Et donc le fait qu'on ait détecté le pic dans les eaux usées 23 jours après le confinement, pour moi, ça me semble au contraire être une coïncidence assez troublante qui semble bien dire que c'est le confinement qui est responsable de la décroissance du nombre de cas et également de la décroissance du nombre de détections dans les eaux usées. Alors pour conclure aujourd'hui, je voulais d'une part faire un petit bilan des caractéristiques principales de la PCR et ensuite apporter un peu de discussion sur des informations qui circulent. Donc la première chose, donc la PCR, on a vu, ça consiste en une amplification exponentielle de l'ADN dans un échantillon, et cette amplification exponentielle rend la PCR extrêmement sensible, au point qu'on peut même donc détecter des traces infimes d'un pathogène dans les bouts des résidus des stations d'épuration. Mais cette grande sensibilité vient à un coût, et ce coût, c'est son manque de précision. Et notamment, on l'a vu, quand il s'agit de classifier les patients en positif ou négatif, il peut y avoir des fois des problèmes d'interprétation sur les gens qui tombent au milieu dans la zone grise. Et d'ailleurs, à ce titre, donc je voulais parler un peu d'une rumeur qui a circulé pas mal sur Internet, qui disait, si je me souviens bien, que ce seuil que les gens utilisent pour classifier les patients en positif ou négatif n'était pas le même, je crois, en France et en Allemagne, qu'il serait beaucoup plus élevé en France qu'en Allemagne, et que ça expliquerait qu'il y ait beaucoup plus de tests positifs en France qu'en Allemagne. Non, en fait, c'est pas comme ça que ça marche. Chaque labo d'analyse doit valider sa procédure, et donc, effectivement, ils peuvent avoir des seuils différents et puis des procédures expérimentales différentes d'un labo d'analyse à l'autre, mais c'est pas décidé de façon centralisée, de façon nationale. En fait, entre les labos d'analyse français, déjà, il y a des différences, et entre les labos allemands aussi, et vous n'avez pas une autorité centrale qui dit en Allemagne, on utilisera tel seuil, et en France, on utilisera tel seuil. Une autre information aussi qui a beaucoup été répétée par des gens qui viennent avec une espèce d'expertise sur les plateaux télé, beaucoup de gens nous ont dit que la PCR permettait de détecter, et ça c'est vrai, elle ne permet pas de détecter le virus lui-même, elle permet de détecter l'ARN, d'abord copié en ADN, donc l'ARN du virus, donc c'est un morceau du virus, et que potentiellement, on pouvait détecter des traces d'une infection ancienne qui aurait été terminée, et que chez un patient qui n'a plus de virus, peut-être qu'il pourrait rester des traces de l'ARN du virus, et que ça, la PCR pourrait le détecter. Ça a été énormément répété sur les plateaux télé. Moi je travaille sur l'ARN depuis plus de 20 ans maintenant. Je peux vous dire, l'ARN biochimiquement est très instable, il se dégrade très vite. Et d'ailleurs c'est une grande différence qu'il a avec l'ADN. Je vous disais, les deux molécules se ressemblent beaucoup, ça c'est une vraie différence. C'est par exemple ce qui fait que, vous savez, ce vaccin développé par Pfizer, qui est un vaccin à base d'ARN, on doit le congeler dans des congélateurs à moins 70 degrés, sinon il se dégrade rapidement à moins 20 degrés ou à 4 degrés. Et donc l'ARN se dégrade rapidement à des températures un peu élevées. Donc évidemment, dans le nez de quelqu'un, plutôt à 37 degrés, l'ARN ne survit pas bien longtemps. Il peut persister un petit peu s'il est protégé, par exemple, dans un résidu de l'enveloppe virale. Ça peut persister un petit moment, mais vous n'allez certainement pas avoir des traces d'ARN comme ça qui vont rester pendant des semaines et des semaines après une infection et qui pourraient être détectées chez un patient, donc des semaines après sa guérison. Donc ça, je ne sais pas pourquoi les gens se sont mis à répéter ça à longueur d'interview ces dernières semaines. Non, l'ARN n'est pas assez stable pour qu'un ARN seul, en l'absence du virus, puisse persister dans le nez de quelqu'un pendant des semaines. Donc voilà, j'ai fini pour ma vidéo d'aujourd'hui et je viens de vous mentionner là, dans mon dernier passage ce vaccin ARN développé par Pfizer et aussi celui développé par Moderna. Je pense vous faire prochainement aussi une vidéo pour vous parler de ces vaccins à ARN.